Pas vu avant. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence consacrée au nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet du CHU de Toulouse. Ce nouvel établissement de 600 lits regroupe un plateau technique centralisé de 27 salles et des pôles cliniques et médico-techniques au cœur du site de Purpan, pour ceux qui connaissent Toulouse. Il s'agit d'un bâtiment moderne, offrant les dernières technologies de prise en charge des patients, également un haut niveau de conditions de travail pour les professionnels de santé hospitaliers. L'agence SCO Architecte compte aujourd'hui parmi les plus importantes agences françaises. Basée à Paris, elle bénéficie d'une expérience reconnue dans de nombreux domaines, construit en Europe et s'enrichit d'expériences en Asie, également au Moyen-Orient. Architecte associé de l'agence SCO, Bernard Cabane a notamment réalisé l'hôpital de la Conception à Marseille, l'hôpital des Armées Sainte-Anne à Toulon, l'hôpital Bretonneau de Tours, la maternité de Grenoble, j'en oublie probablement. Il travaille aujourd'hui sur de grands projets hospitaliers, dont l'hôpital Beauperthuis en Guadeloupe, le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ou encore l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Toulouse, inauguré en mars dernier, qu'il vient nous présenter aujourd'hui. Sur cette opération de Toulouse, l'agence SCO Architecte a travaillé avec l'agence Cardet-Huet Architecte, qui compte également de nombreuses références. On a affaire là à deux experts de l'architecture hospitalière. Déjà à Toulouse, avec l'Institut universitaire du cancer, mais également à Albi ou encore à Cahors. J'en oublie également davantage. Pour évoquer ce projet, nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Bernard Cabane, architecte associé au sein de l'agence SCO Architecte, architecte mandataire de l'hôpital Pierre-Paul Riquet du CHU de Toulouse. Monsieur Cabane, bonjour. Bonjour. Et Gérard Huet, directeur, cofondateur, Cardet-Huet Architecte et associé pour l'opération de l'hôpital Pierre-Paul Riquet du CHU de Toulouse. Monsieur Huet, bonjour. Bonjour. Messieurs, je vous en prie. Merci. Voilà, je vais peut-être présenter le contexte dans un premier temps de ce grand projet. Vous avez ici une image qui vous montre le bâtiment en fin de réalisation dans son milieu naturel, on va dire, avec à côté le bâtiment d'urgence qui est en train de se terminer et qui va fonctionner d'un seul tenant avec lui. J'y reviendrai. Tout d'abord l'équipe, donc le maître d'ouvrage est le CHU de Toulouse, assisté de ICAD et de CETOMIP en maître d'ouvrage délégué, AMO, deux agences d'architectes, SCO et Cardet-Huet, deux bureaux d'études, Technip et CERIGE. Le programme, en résumé, vous en avez parlé, 600 lits, 3 pôles, neurosciences, céphalique et locomoteur, un grand plateau technique avec 27 salles d'opération, une réanimation, une imagerie et un centre d'enseignement qui a été intégré plus tard dans le projet. Quelques dates aussi. Le projet a été gagné en 2005, la désignation des entreprises en 2007 et la fin des travaux en 2013 pour une ouverture qui vient de se faire. Je crois qu'il est intéressant d'y revenir parce que c'est un projet en loi MOP, ce n'est pas une conceptualisation. Ça montre que même en loi MOP, on sait tenir des délais assez records pour une opération de cette taille, 1 an et demi d'études et 5 ans de travaux, pardon, avec un appel d'offres qui n'était pas gagné d'avance puisque une seule entreprise a répondu. On est resté dans les prix. Dans ce délai, on a intégré de très grandes modifications. C'est vrai qu'on n'aime pas les modifications en général, mais celles-ci ont semblé vitales pour la survie du projet, notamment l'intégration des urgences, une modification du bloc-op, l'intégration d'unités d'enseignement. Je crois que toute cette souplesse et cette tenue des délais et des coûts a été un des éléments majeurs et importants de cette opération. Alors un mot encore sur la jeunesse de ce projet. On voit ici, c'est un site remarquable, un site historique. Le site de Purpan a été longtemps cantonné dans la partie haute du site, qu'on voit sur la droite de l'image. Et l'arrivée du tramway sur la partie sud
a été très vite construite avec un bâtiment pédiatrique de Fin-Silbert, une maternité de Riboulet, qui est un bâtiment remarquable, un bâtiment de biologie d'AIA, et au centre, le nouveau plateau médico-technique qui va regrouper en un seul lieu des éléments disparates précédemment sur le site. Alors nos agences ne sont pas nécessairement des inconditionnels, des blocs rectangulaires en général, surtout dans l'hospitalier. Le site ne se prêtait pas nécessairement à ce type d'architecture parce que le contour du terrain était délimité sûrement selon plein de critères compliqués mais avait une forme un petit peu impossible. On avait un dénivelé de 15 mètres. Donc on avait tous les ingrédients pour faire un bâtiment, je dirais, adapté à un site complexe. Or, avec Gérard, très très vite, on a eu une conviction, c'est que ce bâtiment devait être simple. C'est-à-dire que la simplicité devait permettre de s'intégrer dans une complexité déjà préexistante. Cette simplicité, on l'a obtenue d'abord en superposant l'hébergement et l'hospitalisation. C'était presque rendu obligatoire par l'exiguïté du site, mais surtout en créant un niveau d'accès unique que vous voyez sur la gauche de l'image avec un grand parvis. Et je crois que ça a été l'élément majeur de notre partie, qui permet d'avoir une vue sur Toulouse et la Garonne qu'on voit au fond, qui permet d'avoir des accès distincts pour les 3 pôles qui vont être créés en superstructure. Et pour éviter tout risque, je dirais, inhérent à ce qui était quand même un coup de poker au moment du concours, on a logé sous cette voie un étage technique, qui est un élément aussi majeur, qui a garanti, je dirais, une très grande flexibilité durant les études, qui a permis de très nombreuses modifications. Vous verrez tout à l'heure, on a un plateau technique où l'imagerie a dû aller sur tous les côtés du site avant de trouver son implantation finale. Cela sans modification majeure de l'architecture. Oui, bon, je pense que, d'une manière résumée, d'abord permettez-moi d'avoir une pensée pour Aymeric Zubléna, qui est l'architecte avec qui on a commencé, avec Bernard, à réfléchir à ce projet et qui aujourd'hui vit une autre vie. J'en garde un excellent souvenir. Tel que l'a dit Bernard, le projet que vous voyez là, effectivement, il est absolument façonné par son territoire. On a une emprise de 100 mètres par 100 mètres, une altimétrie contenue, puisqu'on est très proche dans le cône d'atterrissage de Toulouse-Blagnac, donc tenu par des règlements aéronautiques qui sont écrites dans le PLU. Donc, au fond, fondamentalement, nous avions très peu de latitude pour pouvoir construire ce bâtiment. Effectivement, la problématique, elle est immense hein, dans ce sujet. C'est quasiment 100 000 mètres carrés à construire, un plateau technique considérable, 27 blocs opératoires, et la recherche, bien sûr, de l'efficience entre la proximité de l'ensemble du dispositif international, que ce soit les blocs opératoires, l'imagerie, les SSPI, 3 SSPI avec 55 lits, ce qui est considérable. Et arriver à tenir tout ça dans des relations de proximité, dans des relations fonctionnelles, relever d'un défi assez important. Et bien sûr, au milieu de tout ça, au-delà de l'efficience, et aussi tenir à la fois pour le personnel, à la fois pour les patients, des conditions de confort que l'on souhaitait optimales, notamment dans la notion des déplacements, dans la hiérarchisation des déplacements, et deuxièmement, dans le rapport que cette géométrie nous imposait de l'évider, de la creuser, parce que nous avions la nécessité de rechercher des mètres linéaires de façade, de manière à pouvoir, à l'intérieur de cette grosse masse, de la lumière naturelle au cœur, au plus profond de l'édifice. Voilà. Donc, tel que le montre l'image là que vous voyez comment l'ensemble de la masse de ce bâtiment est construite et les évidements que nous avons été amenés à y forger dedans, de manière à ce qu'on donne le plus possible d'éclairement naturel à l'ensemble des locaux. Voilà. La deuxième problématique qui se posait ici, bien sûr, au-delà de ces problèmes fonctionnels, c'est la notion de l'innervation générale, du fait que la déclivité du site, 15 mètres dénivelé entre le point haut et le point bas sur 200 mètres de long, c'est qu'un problème considérable, hein, parce que nous avions de multiples accès, logistique, des postes de malades couchés, parking, stationnement du parking, donc tout ça c'était un peu compliqué. Nous n'avions qu'un seul accès possible.
et dont ça posait d'une manière récurrente le deuxième volet, qui est la défense incendie de ce bâtiment, qui est un sujet excessivement important, qui nous ont amené à des dispositifs architecturaux particuliers, notamment le fait que ce bâtiment il est encerclé par un jeu de balcons permanents qui ne sont pas au fond des balcons en termes d'usage, mais qui sont des coursives de sécurité accessibles aux pompiers. Hein, vous avez 600 lits dessus, vous voyez ce que ça veut dire en termes d'évacuation. Donc c'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupés et qui, au fond, l'ensemble de ces contraintes finissent par façonner le projet d'une manière cohérente. Donc tu peux, Bernard, on voit sur la coupe hein, que vous avez ici, en vert vous avez l'ensemble des hospitalisations qui sont sensiblement sur 3 niveaux. Bien sûr, la coupe elle est transversale, hein, donc dans l'autre sens on verrait bien, peut-être qu'il y en a une autre, hein, je pense Bernard, qui suit. Non. Voilà, donc vous voyez la disposition des 3 pôles, pardon, voilà. Vous voyez bien dans les façades le fait que le bâtiment il se décline entre le haut et le bas, hein, entre l'est et l'ouest, avec en partie basse, tel que l'a évoqué Bernard, l'arrivée du tramway. Donc on est vraiment dans une typologie d'un hôpital urbain, ce qui est assez significatif et assez singulier pour le révéler. Nous avons donc dans la partie basse du site le tramway qui innerve complètement le site de l'hôpital et qui au fond retourne l'hôpital sur lui-même, l'hôpital historique sur lui-même. Nous ne sommes plus dans les mêmes accès et le transport en site propre vient complètement irriguer l'ensemble de ce projet. Et bien sûr, il faut gérer la différence des altimétries de manière à ce que le public puisse gagner l'ensemble des bâtiments au-delà de celui que l'on construit. Voilà, un mot peut-être sur cette organisation. On a 3 strates principales. L'hospitalisation sur les niveaux hauts qui vont suivre l'épannelage, les règles d'urbanisme et la déclivité du terrain. Une organisation en boucle qui d'abord permet d'identifier très simplement les 3 pôles et leurs entrées et d'avoir une très grande souplesse entre les unités. Aujourd'hui, c'est un système, on a expérimenté beaucoup de principes d'hospitalisation. Celui-ci permet une très grande souplesse de modification à la fois en temps d'étude et puis ultérieurement dans les limites des unités. Un plateau ambulatoire, donc c'est là où on a les entrées individuelles en rouge pour chaque pôle, desservi par un niveau unique, ce qui permet quand même de se repérer simplement quand on est un petit peu angoissé. Et on a ensuite une marche en avant avec l'accès aux ascenseurs, une zone de consultation et ambulatoire, où on voit encore une fois que cette organisation, où on a l'impression d'être dans une petite clinique quand on rentre dans un pôle, permet en même temps d'avoir une très grande souplesse et de modifier en permanence les limites entre ces pôles, parce qu'on sait que tout va évoluer à la fois dans les études et dans le temps. Et puis un plateau médico-technique où on a le même principe. Alors je vous disais que l'imagerie avait changé 3 fois de place pour des raisons de mise au point interne entre les différents médecins utilisateurs. Mais de la même façon, les urgences qui se trouvaient lors de l'étude et du projet en partie haute ont déménagé en bas du site de façon à rendre beaucoup plus proche la liaison avec ce plateau. Et tout ça a pu se faire, je dirais, sans modification majeure. On a par ailleurs refait entièrement le bloc opératoire. Je crois qu'il est intéressant de dire que la mise au point de ce projet a permis des innovations en termes de fonctionnement. Aujourd'hui, on n'a plus une multiplicité de petits locaux d'accès d'accès au bloc. On a de grandes aires dans lesquelles on trouve tous les services. Voilà, on a parlé déjà de ces façades. Alors peut-être un mot sur maintenant l'expression architecturale générale. On est à Toulouse. Vous avez vu l'environnement, la brique s'est imposée. On a choisi la brique industrielle pour des raisons de mise en œuvre. On a une simplicité de mise en œuvre dans la structure, mais dans les façades très simples. Et c'est ce qui va donner, je dirais, une grande puissance au projet par cette simplicité. On voit ici des espaces qui vont fractionner les pôles d'hospitalisation de façon à les rendre lisibles, mais on a malgré tout des liens entre eux de façon à les lier. Ouais, puis ceci exprime bien, l'image montre bien les coursives extérieures pour les accès pompiers et les accès pompiers de niveau à niveau. Donc on a des grandes plateformes, si vous voulez, qui séparent chaque pôle de manière à ce que les pompiers puissent accéder aux différents services.
Alors, je vais passer peut-être un peu rapidement parce on va les voir bien mieux dans des images sur les détails de façade. Voilà la façade principale d'entrée qui est celle qui était, je dirais, la façade arrière à l'origine du projet, mais qui devient la façade principale d'entrée du site depuis le tramway. Vous voyez qu'on a un bâtiment de 100 000 m² avec 8 niveaux. Et quand on est en face, on a quand même un sentiment très fort d'être à échelle humaine et d'avoir un bâtiment très bas. Et ça sera sur toute la périphérie du projet. Oui, la présence de la brique, hein, telle que l'a évoqué Bernard, elle est déjà sur le site, à travers notamment le bâtiment de Pierre Riboulet, hein, qui est un splendide bâtiment en termes de typologie. Riboulet a réintroduit la brique sur ce qu'on appelle le pur Pamba, qui à l'époque où il construisait, c'était quasiment un site quasiment vierge. Il y avait juste que l'hôpital des enfants de Finsilberg qui existait. Donc Riboulet ayant installé, réintroduit la brique, comme il fait identitaire toulousain, est venu suivre le projet d'AIA, le grand IFB, donc qui aussi ont utilisé la brique, dont nous nous sentions dans une sorte d'héritage et de légitimité à poursuivre la mise en œuvre de ce matériau, même si elle s'exprime tel que l'a évoqué Bernard, dans des formes différentes, parce que les époques techniques changent, hein, les contraintes techniques ont changé, tout ce bâtiment étant conçu en isolation par l'extérieur, donc qui amène le choix de vêtures particulières qui n'était pas le cas sur les autres bâtiments, les époques étant différentes, quoi. Là, il s'agit d'une vue où on est en façade sur le mail d'accès. Donc, vous voyez qu'on arrive à la fois à avoir la légèreté du vitrage qui va permettre d'avoir une très grande clarté dans les chambres. Et en même temps, ces passerelles d'accès pompier dont parlait Gérard vont avoir aussi un rôle très fort de protection solaire. Voilà, quelques images qui vous montrent, avant de rentrer dans le bâtiment, son aspect extérieur, hein, très, très, très homogène. Là, c'est toujours l'entrée du tramway. Là, vous avez la façade sud, celle qui va faire vis-à-vis au bâtiment d'urgence en chantier actuellement. Donc on voit aussi le très grand intérêt architectural de la pente du terrain sur cette architecture. Et on va rentrer maintenant à l'intérieur. On a des prestations, je crois, de très bonne qualité, tout en étant dans des coûts qui étaient ceux validés de l'époque. Et ça, je crois que la rapidité d'étude, le dialogue constant avec le maître d'ouvrage et l'appel d'offres aussi qui s'est très bien passé, nous ont permis cela. Aujourd'hui, on se rend compte que les conditions pour avoir cette qualité intérieure sont beaucoup plus compliquées. Là, on rentre sur le hall du tramway, en partie basse. Et là, nous avons un des pôles d'entrée avec un accès direct depuis le mail au niveau 3. Donc chaque pôle est identifié de façon assez évidente. Vous voyez ici, celui-ci est rouge. Il y a un vert, un jaune. On va retrouver cette signalétique un peu simple, basique, mais à tous les niveaux. Et il est assez évident, même à l'intérieur de ce bâtiment gigantesque, hein, quand on est dans des circulations qui font 200 mètres de long, grâce à ce rappel de couleur, on sait assez vite où on est. Voilà la grande galerie qui longe le parvis extérieur, qui dessert, là on voit le hall rouge sur la gauche. Une très grande qualité de lumière puisque là on est côté nord, donc on a pu ouvrir largement le bâtiment. Un mot encore sur cet espace. Nous avions fait il y a plus de 20 ans l'hôpital Georges Pompidou. Après cette opération, on nous a dit surtout ne nous faites jamais ces espaces gigantesques inutiles, consacrez l'espace aux malades, aux patients et au personnel. Et puis aujourd'hui, on voit avec la concurrence, notamment du secteur privé, il y a une demande qui est tout à fait nouvelle, qualitative, d'accueil, de qualité de vie, à la fois pour les visiteurs, les consultants et le personnel. Et on nous demande ces espaces. C'est souvent plus grands que ceux qui sont donnés dans vos programmes. Mais ça paraît une nécessité. En tous les cas, ça participe au bien-être et à la qualité de vie et d'usage de ces bâtiments. Voilà un autre hall de pôle, il s'agit du jaune. On voit les admissions, l'accueil aux ascenseurs, tout cela d'une très grande clarté puisqu'il donne directement sur la grande galerie. Quand on arrive aux étages, on retrouve le même principe, hein, des postes de soins avec les mêmes couleurs et une grande clarté, beaucoup de lumière naturelle aussi.
Par exemple, les blocs opératoires profitent de la lumière naturelle. L'encaissement dans le terrain a permis d'écarter le bâtiment de la terre qui a été retirée par des grands fossés qui deviennent plantés, qui sont des espaces d'ailleurs de très grande qualité et qui permettent d'éclairer en façade tous les blocs opératoires. Voilà, d'autres espaces intérieurs où vous voyez que ces trois couleurs primaires donnent une ambiance très forte, aussi forte à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Bien sûr, en continuité, toujours de la recherche naturelle, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'évidement au cœur de l'édifice, un ensemble de patios qui jalonnent complètement chaque pôle et qui permet, sur les 8 niveaux, de venir apporter la lumière naturelle à l'ensemble des locaux. Donc vous avez une multitude de plateaux, je ne me souviens plus combien, de dimensions différentes, et qui sont chaque fois adaptés aux circonstances fonctionnelles, quoi. Voilà, encore de grands espaces intérieurs, et vous voyez la qualité de lumière que l'on trouve à l'intérieur. La chambre aussi a été à la fois très simple, profite de points de vue toujours distants, c'est-à-dire que les patios, vous avez vu, s'écartaient vers le haut de façon à ce que les vis-à-vis qui sont relativement proches, parce qu'on a besoin de proximité au niveau du plateau technique, on a en revanche de très grands vis-à-vis et au niveau de l'hospitalisation. Voilà, salle de bain. Alors là, il s'agit d'un changement majeur qui a été fait en début de chantier, ce qui n'est pas simple, en tous les cas quasiment impossible quand on est en conceptualisation. Aujourd'hui, ça s'est fait, je dirais, sans générer de report de délai. C'est vrai que c'était avant les études de synthèse. Et on a remplacé l'ensemble de ce niveau par ce qui était de la logistique, qui a été centralisé à un autre endroit pour l'ensemble du site de Purpan. Ici, on a l'accueil de l'enseignement. On va trouver à la fois de grandes salles d'enseignement et un amphithéâtre qui sert pour l'ensemble du CHU de Purpan. On a des photos qui suivent. Voilà l'amphithéâtre. Téléenseignement, bien sûr. C'est, comme l'évoque Bernard, sujet traité en phase chantier. La nouvelle direction de l'hôpital, tout d'un coup estimant que, d'une part, la logistique, on en avait un peu moins besoin que ce qui était initialement programmé. Et du coup, effectivement, la nécessité sur ce site, qui était important, parce que je crois que c'est quasiment 2000 lits, Purpan, en totalité, d'avoir un centre d'enseignement efficient, ce qui n'était pas le cas. Et donc, le nouveau directeur de l'hôpital a souhaité que dans ce territoire de, je ne sais plus combien, 2500 mètres carrés de mémoire, on vienne reconstruire un centre d'enseignement au cœur de l'édifice. Et c'est d'ailleurs, lorsque ce bâtiment a été mis en fonction, c'est la première partie du bâtiment qui a été mis en activité il y a maintenant un peu moins de 6 mois. Voilà, là je crois que c'est aussi intéressant, il s'agit de la façade en partie haute du site. Je ne sais pas si vous avez visualisé la vue générale tout à l'heure. Cette forme très simple permet de ménager une petite place triangulaire qui est un espace très agréable entre eux, cette partie neuve du Purpan et les bâtiments existants qui vont être transformés en résidence pour personnes âgées. Et encore une fois, face à ces espaces qui vont être des espaces de vie dans les bâtiments anciens du site, vous avez ici une opération de 100 000 m², vous avez l'impression d'avoir eu un bâtiment très bas et à échelle humaine. Je crois que c'est un des éléments essentiels de ce projet. Voilà, cette fois la même échelle, mais on est en bas du site entre ces niveaux. Il y a 8 niveaux de différence entre ces deux images. Le rapport avec l'IFB, que vous voyez à droite de l'image, dont bâtiment préexistant, qui a été fait il y a une dizaine d'années, et le site. Voilà, je vous propose de conclure sur cette vue qui permet de visualiser l'ensemble de notre propos. Merci. Tout simple, quand même un petit mot à toute l'équipe qui a bossé. Ça fait 7 ans qu'on vit ensemble sur ce chantier. J'ai quand même une pensée pour Antoine Barré, Sylvie Campé, avec lequel on a quand même pas mal ramé, Elisabeth Ferrand qui s'est occupée du chantier pendant 5 ans avec des moments un peu complexes. Mais au fond, à l'issue de cette aventure, je pense quand même que il me semble avoir entendu, ce bâtiment est en cours d'occupation là, dans les jours qui précèdent. Il est en cours pas complètement
totalement optimisé dans son fonctionnement. Les installations se font au fur et à mesure. Mais il me semble que les premiers retours que l'on peut en avoir sur l'ensemble des personnels, que ce soit des personnels de soins ou des personnels administratifs que ce bâtiment, j'ai le sentiment que l'appropriation se fait d'une manière assez satisfaisante, ce qui pour des architectes est toujours une source de réconfort. Je vous remercie, messieurs. Je vous garde encore quelques minutes puisqu'il nous reste un petit peu de temps. On le sait, les maîtres d'ouvrage et les professionnels de santé n'ont pas souvent en tout cas, en dehors des projets qui les occupent, l'occasion de partager les réflexions de nos architectes ainsi que leur vision de l'évolution de l'hôpital et de son architecture. C'est là tout l'intérêt de ces rendez-vous et c'est pour cette raison qu'on a créé le village des architectes, de façon à ce que ces professionnels viennent échanger avec vous sur les projets les plus emblématiques de l'évolution du parc hospitalier. Messieurs, vous travaillez ensemble depuis plusieurs années. Au regard de votre expérience en architecture hospitalière à tous les deux, on peut, je pense, vous tenir responsable de la modernisation d'une partie du parc hospitalier français. Quels sont les axes de réflexion qui vous animent, vous et vos équipes, autour de l'évolution de nos établissements de santé, tant en termes architectural, fonctionnels ou organisationnels? À quoi vous réfléchissez aujourd'hui? Écoutez, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette question hier, donc peut-être un peu redondant. Peut-être pas devant le même public non plus. Enfin, je pense que ce projet, il témoigne, il me semble que c'est un point d'équilibre entre un niveau d'investissement, bien sûr des conditions de maintenance qui sont des sujets importants dans l'hospitalier, et aussi une vision par trop gestionnaire, économique et financière, qui parfois nous fait oublier que ces bâtiments ne sont pas que des machines. Certes, ils ont un haut niveau de technicité, mais malgré tout, ils s'adressent à des individus, à des hommes, et la relation, le problème de réintroduire un aspect humain dans tout ça, c'est dans ces bâtiments qui sont quand même des bâtiments gigantesques, hyper techniques, est un des sujets pour nous majeurs. Ce qu'on a essayé de faire ici en réintroduisant des relations de proximité, des relations de co-visibilité avec l'extérieur, une forme d'humanité, nous semble-t-il, est un sujet permanent qui nous occupe, et ce qui fait la différence entre une ingénierie trop rigide, qui ne serait là que pour appeler la simple satisfaction des besoins économiques. Le rôle de l'architecte, c'est arriver à pondérer, de trouver un équilibre dans tous ces arbitrages-là. Voilà. Il me semble que c'est un vrai travail, quoi. Oui, moi, au-delà de ce projet, peut-être, mais ce projet l'illustre parfaitement. Je pense que notre recherche, on a essayé beaucoup de concepts fonctionnels, je ne vais pas les développer ici, avec chacun un intérêt particulier sur un site particulier. On est très sensible dans cette recherche au contexte, et je crois que cette expérience le montre. Mais au-delà de ça, pour l'agence, je crois que c'est les programmes les plus complexes qu'on puisse réaliser, surtout quand on est dans ce niveau d'échelle. Et notre recherche première, c'est souvent la simplicité. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver à tous ces problèmes complexes, avec beaucoup de paramètres, une réponse simple, on a souvent la conviction qu'on a trouvé le parti architectural. Et on voit très bien que quand on l'a trouvé, ce parti architectural, il supporte tous les changements, les évolutions, les discussions qu'on peut avoir. Et je crois qu'en résumant en un mot, c'est cette quête de simplicité qui pour nous est l'élément moteur dans cette recherche architecturale. Je vous remercie, messieurs, pour cette intervention et cette conférence. Vous pouvez évidemment échanger avec ces deux professionnels de l'architecture hospitalière tout de suite sur cet espace. Je vous rappelle qu'il reste encore une dernière conférence sur le village des architectes qui se tiendra dans un bon quart d'heure et qui sera consacrée au programme de modernisation du centre hospitalier Saint-Denis. Je vous invite à revenir parmi nous. Merci en tout cas de votre présence. Je vous souhaite une très agréable journée. Merci à vous.